Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour Axel. Bonjour Manon. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Nouvelle Conscience. Également, c'est un plaisir de partager. Merci d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, quelques phrases? Quelques mots, quelques phrases. Alors, je m'appelle Axel, je suis originaire du sud de la France, mais je vis actuellement en Andalousie à Séville. J'ai un parcours de psychologue, je finalise mon cursus et je suis passionné par la spiritualité, la conscience, les mouvements de conscience. Euh, et actuellement, je m'intéresse particulièrement au mouvement humaniste et aussi aux mémoires corporelles et tout ce que cela implique. D'accord. Quand tu parles d'humanisme, ce serait plutôt en philosophie, ce serait plutôt un courant littéraire. Comment tu définirais cet humanisme? L'humanisme est venu assez tôt dans mon cheminement déjà personnel, euh, personnel c'est-à-dire dans mon cheminement spirituel. À un moment donné, je suis arrivé à une limite, car je pense que je me faisais violence en fait dans ce que je pensais être les notions ou une certaine hygiène que je devais entretenir dans ce monde et dans ce cheminement spirituel. Et j'ai découvert la communication non violente à travers Isa Padovani. Et en fait, ça a été une première bouffée d'oxygène pour moi, de tendre à une certaine douceur et à me rendre compte en fait des mouvements et des structures qui pouvaient être incommodantes et difficiles et me violenter, me rendre malheureux. Euh, j'ai eu la possibilité de tester des activités à travers l'université, euh, telles que la Gestat. Et en fait, ça a été ben, ça m'a conforté, ça, je ne vais pas dire une révélation, mais si presque, ça m'a conforté dans la perspective dans laquelle je voulais m'inscrire dans les accompagnements que je souhaite proposer. Et du coup, pour répondre plus précisément, l'humanisme dans le sens de la psychologie, de Carl Rogers et de toutes les personnes qui ont gravité autour de cette philosophie-là. D'accord. Tu m'as parlé d'ailleurs de ton sujet de mémoire qui concerne les effets de la thérapie basée sur la compassion selon les types d'attachement chez les femmes atteintes de fibromyalgie. Est-ce que, selon toi, cette thérapie basée sur la compassion est une forme d'humanisme? Et qu'est-ce que cette thérapie? Hum, d'accord, waouh. Du coup, je vais essayer de faire dans l'ordre parce que mon cerveau est un petit peu va dans tous les sens. Alors tout d'abord, voilà, mon sujet de mémoire euh, et s'intéresse aux personnes et notamment les femmes qui ont souffert de fibromyalgie ou qui souffrent de fibromyalgie. Euh, En fait, c'est des douleurs qui se traduisent par des douleurs musculo-squelettiques et qui sont accompagnées de divers comorbidités telles la dépression, l'anxiété. Voilà, bon, là, c'est les grandes lignes. Et en fait, c'est une pathologie qui est assez mal connue, même s'il y a beaucoup de recherches qui sont faites, donc du coup, il n'y a pas forcément de consensus sur tous les points. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant de l'aborder dans le cadre de mon master,
je fais actuellement un master qui s'inscrit dans les thérapies de troisième génération, donc c'est-à-dire des thérapies qui se basent sur l'acceptation pour faire naître le changement chez la personne. Donc c'est totalement en adéquation aussi en fait avec cette perspective et cette philosophie humaniste euh, qui se base sur la relation avec le patient, la relation patient-client en fonction du thérapeute. Et, et, du coup, ben, la thérapie centrée sur la compassion, pour moi, s'inscrit vraiment dans ce mouvement-là. Euh, c'est vraiment développer une qualité relationnelle qui va permettre en fait à la personne d'aller voir en elle ce qui est dysfonctionnel dans un sens et ce qui a amené à vivre des stress. Voilà, donc là, spécifiquement, la thérapie centrée sur la compassion, euh, de prime abord, voilà, on peut passer par des méditations, c'est au niveau de la relation thérapeutique, faire naître une compassion, essayer de transformer les parts qui sont plutôt des critiques intérieures et essayer de les adoucir. C'est un adoucissement en fait, et une compréhension. C'est vraiment faire naître en soi une compassion qu'on n'a pas forcément développée dans sa vie de tous les jours. Et la partie intéressante, c'est aussi de la thérapie centrée sur la compassion, basée sur les styles d'attachement. En fait, cette notion de style d'attachement se base sur la théorie de Bowlby, qui, euh, qui vraiment parle de l'importance de la relation dans les premières années avec la maman et son enfant, mais aussi les gens qui sont autour. Et en fait, la qualité relationnelle euh, va impacter en fait la vie de ces personnes. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, 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 tu as super bien décrit le sujet de ton mémoire. Et concernant l'humanisme, est-ce que tu penses que justement la compassion, c'est donc, déjà, est-ce que c'est une émotion? Bon, ça, tu me le diras, mais est-ce que tu penses que la compassion est innée? Est-ce que c'est naturel ou justement on nous apprend à le développer, notamment pendant les premières années de notre vie? Non, pour moi, tu vois, quand on parle de compassion, c'est pour moi une posture. C'est une posture parce que j'aime beaucoup le terme de posture dans le sens où ça nous amène déjà à faire naître et à cultiver une compassion en soi pour pouvoir être dans la compassion pour autrui. Je pense que ça peut être difficile d'être dans la compassion si nous-mêmes on est dans un mode un peu de survie. Et c'est notamment une des choses que l'on voit dans cette thérapie centrée sur la compassion. Il y a le système de survie et à la fois on essaie de migrer de ce système de survie à un système de compassion, entre autres. Euh, et la compassion dans l'humanisme, je pense qu'elle est capitale parce que de par notre société, comme on en parlait un petit peu avant notre interview, notre société a un rythme qui est déshumanisant. Et à la fois les piliers de cette société-là, cette société moderne, tendent vers un transhumanisme. Et euh, en fait, je pense qu'on oublie un petit peu, on oublie les fondamentaux, les bases, et en fait, on se coupe de notre humanité, d'où l'apparition de dépression, d'anxiété et de déconnexion totale. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, je pense pas que la société actuelle fonde les bases d'individus heureux, justement, qui apprennent à d'abord s'écouter eux-mêmes et à développer finalement une autocompassion. Et cette autocompassion, justement, en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, comment la développer? Qu'est-ce que cette thérapie t'a apprise? Est-ce que tout le monde peut le développer aussi facilement ou est-ce qu'il faut avoir des capacités génétiques ou une histoire familiale? Oui, comment se développe cette autocompassion? Euh, en fait, il y a diverses composantes dans le sens où, euh, comme je t'en parlais précédemment, il est intéressant de voir les relations de notre famille familiale.
le noyau dur, on va dire la mère, le père, ou de famille homoparentale, en fait, dans le sens des gens qui vont s'occuper de l'enfant, en fait, qui vont avoir les relations alors, vu que je fais mes études en espagnol, c'est difficile des fois de trouver les équivalents en français, mais les gens qui vont voilà, s'occuper de l'enfant. Et déjà, en tant que parent, en tant que si on souhaite voilà, avoir des enfants, je pense qu'il est important de revoir en soi les bases, parce qu'il y a une sorte d'héritage en fait transgénérationnel qui se fait de parents à enfants dans l'éducation même. Donc je pense que vraiment une des bases, c'est la psychoéducation. La psychoéducation pour les parents. Moi, je pense que ça serait vraiment très important et je le vois à travers le centre, dans le centre de stage dans lequel j'ai j'ai cheminé pendant un temps. La psychoéducation est vraiment une part fondamentale parce on peut accompagner par exemple des enfants et à la fois on a des séances aussi avec les parents pour donner des clés de compréhension et à la fois ces parents-là, avec ces clés de compréhension, se rendent compte qu'il serait peut-être pertinent en fait aussi d'entamer un cursus, une voie thérapeutique. Euh, En somme, je pense que la compassion, elle se cultive. Donc voilà, en fait, tu disais aussi la compassion, mais il y a aussi l'autocompassion du coup. Euh, je, je peux vraiment vous renvoyer à l'ouvrage S'aimer de Christine Neff, qui en fait parle de l'autocompassion. Et l'autocompassion, en fait, c'est quelque chose, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui se cultive. C'est par des petites actions, des pensées, des méditations, une manière aussi de penser. Prendre un temps, en fait, aussi pour regarder notre fonctionnement, la manière dont on a de se parler, en fait, notre langage intérieur est vraiment peut être très très violent. Et notamment la première question où je disais que l'humanisme était venu à moi à travers la communication non violente. À travers la communication non violente, je m'étais rendu compte de la violence euh, avec laquelle dans laquelle je me traitais, la manière dont je me parlais était vraiment pas douce, hein. Et pour moi, c'était devenu quelque chose de normal et que je n'avais pas remis en question. Et du coup, je pense que vraiment un axe fondamental, c'est l'éducation. Euh, ça serait merveilleux si on pouvait inclure dans l'éducation nationale une composante psychologique, des cours, des sessions, des soutiens pour, euh, pour, pour donner des clés voilà, de compréhension aux enfants euh, et aussi aux parents. En fait, je pense que ça touche tout le monde parce qu'on est dans une société qui a malheureusement, du moins la société occidentale, a oublié ces, euh, ces composantes-là. Bon, je parle de la France en tout cas, et je le vois un peu en Espagne aussi, d'être dans une douceur, une compréhension de soi. Parce qu'en fait, Oui. Mais quand est-ce que tu t'es rendu compte de ce dysfonctionnement dont tu parlais tout à l'heure? du coup, on va dire que voilà, il y a eu toutes ces formations, c'est un petit peu comme ma boîte à outils, même si je ne suis pas forcément formé voilà, en CNV, je ne suis pas forcément formé en IFS, mais c'est vraiment des choses qui me servent ou j'essaie de mettre en pratique dans ma vie personnelle. Et je pense que par mes lectures, par les conférences que je peux euh, regarder, implicitement, je les intègre et ça devient, c'est ma boîte à outils en fait en tant que psychologue et aussi dans ma vie personnelle. Euh, et après, d'autre part, j'ai eu la chance euh, d'être dans une famille qui a une sensibilité, une ouverture à une certaine spiritualité. Donc, euh, déjà, je pense qu'il est important de clarifier le terme de spiritualité. Pour moi, le spirituel, en fait, c'est la vie. C'est en fait la conscience dans la vie. Et on va dire que par le biais de ma mère, qui était médium et qui était au service, dans sa vie, elle a été au service des gens et elle a aidé beaucoup de personnes. J'ai été en fait sensibilisé à tout un pan un spectre de la réalité que généralement on n'a pas forcément accès dans notre société actuelle.
très rationnel et il faut que ça soit très logique. Et en fait, tout ça dépasse la logique, c'est instinctif. Et en fait, voilà, ce mariage entre ce que je vais appeler la spiritualité, la psychologie, tout ça fait que je, je chemine et j'en suis là. D'accord. Et tu sens justement que cette spiritualité t'aide dans ta pratique? Quelle couleur ça donne en plus à ta façon d'aborder tes futurs patients ou même tes relations humaines? Ben c'est une richesse, j'en suis sûr. Et à la fois, c'est un challenge intérieur de se permettre d'exprimer cette partie-là un peu qui n'est pas forcément basée sur voilà, des études scientifiques randomisées, sur un cartésianisme, euh, une rationalité. Et en fait, du coup, c'est assez challengeant. Et à la fois, petit à petit, je me rends compte que en fait, je me fous la paix. Je me fous la paix et je me fais confiance. Je me fais confiance et c'est tout récemment, et en fait, c'est un pas après l'autre, bien sûr. Je prends conscience de me dire, ok, bien sûr, c'est important d'être formé, de se former, d'avoir un socle, et après, à la fois, de se faire confiance aussi sur ce qu'on peut ingérer dans notre vie personnelle. Moi, je suis vraiment partisan du fait euh, j'aime pas forcément le mot travail, parce que le travail, voilà, par son étymologie, est rattaché à une certaine torture, et j'accorde aussi beaucoup d'importance à la sonorité et à l'origine des mots, et j'ai vraiment envie de me tourner. Euh, je vais pas finaliser mes études, et mes études, je les finaliserai jamais, dans le sens où on est tous des étudiants et des maîtres à la fois. Euh, et je suis plutôt dans l'optique de tendre à être au service du vivant, au service des gens, au service de quelque chose qui peut-être est plus grand que moi. Et c'est dans cette mouvance-là que je m'inscris. Ah, ben on est ça, on est ça, on est intrinsèquement ça, on est ce tout. Ben, du moins dans ma vision, dans mes lunettes, la manière dont je regarde ma réalité, c'est qu'on est ce tout, tout le monde, pour moi, tout est un et tout, on est tous connectés. C'est juste pour moi, on est comme dans une pièce de théâtre. La vie se goûte à travers nous et, et se joue en fait. Elle se joue elle-même pour se connaître. Et, euh, et ça, je pense que voilà, je suis pas le premier, et c'est vraiment des gens qui m'ont permis d'ouvrir et d'acquérir euh, cette croyance, ou du moins ça résonne vraiment en moi, ce fait que la vie se goûte en nous. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, moi, dans ma vie personnelle, mon entourage n'est pas forcément, du moins dans mon couple, je vis avec quelqu'un qui est vraiment très cartésien, qui est rationnel, et qui ne partage pas forcément euh, cette notion de la réalité. Et à la fois, en lui, je retrouve une forme de spiritualité très pure, c'est un maître aussi pour moi. Et, donc oui, on est tous traversés pour la spiritualité. Voilà, c'est la vie, c'est c'est ce mouvement. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu proposes, par exemple, sur ta chaîne Divinement Humain, je vous invite très fortement à aller voir la chaîne d'Axel où il propose des méditations depuis très peu de temps maintenant, hein, mais sinon c'était des discussions. Et justement, est-ce que ces discussions, elles ont pour toi une forme thérapeutique? Quelle est l'énergie, la vibration que tu veux transmettre par ce canal? Ouais, c'était vraiment cathartique. Ouais, cathartique, c'est vraiment le mot. C'était vraiment personnel, c'était vraiment un élan. De toute façon, en somme, si on regarde bien, on fait les choses pour soi, et l'égoïsme, c'est important. C'est différent de l'égocentrisme.
On a à être égoïste, mais c'est juste à ne pas tomber dans l'égocentrisme. Oui, c'était cathartique, c'était salvateur, et en fait, j'ai traversé une période de silence, ou du moins oui, de silence. Et du coup, c'était vraiment une nécessité pour moi d'ouvrir un médium, du coup, qui est passé par la création de cette page Instagram, où je parlais avec moi-même, et du coup, ben, j'en faisais profiter les autres. Et à la fois, je me dis que si moi je me pose certaines questions, je vois pas pourquoi les autres ne se les poseraient pas. Et du coup, ben, c'est beau, et à la fois, maintenant, ça prend. Je pense que là, je suis dans un travail de plutôt personnel, dans le sens où je ne l'ai pas encore offert au monde, mais là, très récemment, comme tu l'as dit, Manon, je me laisse par exemple à des chants intuitifs, ou à des méditations. Et c'est vraiment, là, je suis en train de, ben là, aujourd'hui, je travaille sur la création de méditation, je suis en train de m'écouter, d'écouter euh, des choses un peu plus techniques. En fait, je tends à lâcher un petit peu ce cadre universitaire qui, à la fois, était fondateur pour bien des choses. Euh, mais je pense qu'on tend vers des énergies, vers des philosophies qui font que on a aussi à se faire confiance. Et en tout cas, pour ma part, moi, ce qui me parle, c'est mes lectures, l'enrichissement, et aussi me faire confiance dans les outils que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment un travail d'auto-affirmation, de se nommer, de confiance en soi. Euh, je pense que ça te parle, et voilà, je pense que ça parle à tout le monde au final. C'est une grande aventure. C'est une grande aventure, et cette aventure, elle est joyeuse, elle est merveilleuse, et à la fois, elle peut faire peur à des parts en nous. Et du coup, c'est aussi savoir s'accompagner soi-même. Et du coup, on revient à la compassion, être dans la compassion de, OK, c'est OK que tu sois, que tu aies peur intérieurement, je t'accompagne. C'est nos enfants intérieurs, en fait, et à accompagner. Et tu vois, voilà, ce travail aussi de lier la psychologie à la spiritualité, et surtout dans mon développement perso, je tends à me reconnecter vraiment à cette conscience universelle, à ce tout, et vraiment, euh, ouais, à ces choses qui nous transcendent, mais qui font partie réellement, au final, intrinsèquement de nous. C'est pas tant qu'elles nous transcendent, c'est juste que on va de plus en plus en profondeur à l'intérieur de nous. Et c'est ça, c'est ce processus de transcender, mais dans un mouvement intérieur. C'est pas d'aller chercher euh, la spiritualité. Bien sûr, il y a de multiples plans de conscience, mais à la fois, ces plans de conscience, bien sûr, on peut les voir à l'extérieur, mais l'extérieur n'est qu'une projection de notre intérieur. Et du coup, c'est aller plutôt comme imaginer des escaliers qui descendent à la cave. Ben, en fait, c'est plutôt nous imaginer en tant que terre, et aller être dans notre cœur. Et c'est un processus qui demande, voilà, d'ouvrir et de fermer des portes. Donc ça peut être challengeant, c'est trépidant, et c'est beau, quoi. Hmm. Merci pour cette sagesse, pour ces mots, c'est absolument magnifique. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu voudrais nous partager une gratitude avant de nous quitter? Une gratitude, ben, tout simplement la gratitude de pouvoir échanger avec toi. La gratitude d'avoir cette qualité relationnelle, de pouvoir rencontrer des gens qui vibrent avec ce que nous sommes au plus profond de nous. Je pense que c'est une très très belle expérience, en fait, de se goûter à travers l'autre. Donc, infinie gratitude pour ça. Merci à toi et j'espère que, voilà, que cet échange saura vous porter vers votre autocompassion, vers votre chemin et vous accompagnera.
Merci pour votre écoute. Nous nous retrouverons tous les lundis et vendredis pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube du podcast ou bien sur le compte personnel Instagram. À bientôt!